Bonjour. Là, vous avez applaudi voilà, parce qu'on vous a encouragé par politesse. Peut-être m'applaudirez-vous à certains instants. Je ne suis pas sûr, c'est pas certain. Pas certain. Alors, Anthony, vous avez dit que le cerveau. Anthony, vous avez dit que le cerveau, à peu près, avait une capacité de 80 gigas, c'est ça? Mais d'où vous tenez ça? Vous êtes sûr de ça? Non, c'est Google. Bon. Parce qu'évidemment, on ne peut pas croire ce genre d'affaires, hein, de quantification, contrairement à tant de personnes qui croient qu'on peut quantifier, modéliser le cerveau humain. Donc, merci Charles. C'est moins de l'intelligence artificielle qui est un de mes champs de recherche pour les actuels et pour les années à venir, que de la part de l'ingénieur au sens large, le développeur, le programmeur, le codeur, que je souhaiterais évoquer aujourd'hui. Et sa part de responsabilité et les incidences aujourd'hui que les développeurs, par leur production, par leur savoir, produisent sur la société. Alors, l'avènement de l'Internet au milieu, à la fin des années 90, qui a donné ce qui a été nommé de façon assez synthétique l'âge de l'accès, hein, qui a rendu possible l'accès justement à une infinité, à un volume de corpus sans cesse croissant, iconique, enfin textuel, iconique, sonore, hein, eh bien, a donné, imprimé une image radieuse au numérique, rendant possible aussi des jeux de communication entre individus à des coûts marginaux et l'accès, pour dire rapidement les choses, à tous les savoirs du monde. Eh bien, cette dimension-là de ce qui a été nommé par le futurologue de plus en plus exalté, je veux parler de Jeremy Rifkin, qui a nommé ce moment-là, et d'autres choses aussi, il a nommé d'autres dimensions dans ce titre-là de son livre qui s'appelait L'âge de l'accès, mais nommé cette capacité d'accès, hein, cette capacité d'accès qui a imprimé, je le redis, jusqu'à aujourd'hui, notre représentation, pour parler rapidement, du numérique. Or, aujourd'hui, ce que nous nommons numérique renvoie à cet âge de l'accès, mais renvoie à une autre dimension, qui est actuellement en forte émergence, massivement émergente, à laquelle vous participez, vous, probablement pour partie, hein, ici, et plus largement, au-delà de vous, vos métiers. Eh bien, ce moment, c'est celui que je nomme, puisque vous aviez dit, Charles, que je suis un des penseurs du numérique, alors parfois on peut jargonner, j'essaie de jargonner le moins possible, mais aujourd'hui nous entrons dans un autre moment que je nommerai l'âge de la mesure de la vie. Alors qu'est-ce que c'est l'âge de la mesure de la vie? Si l'âge de l'accès ne cesse de se développer, de continuer, hein, cela n'est pas appelé à s'affaiblir, se réduire, tout le contraire même, hein, tout le contraire, s'agrège un autre moment qui voit la dissémination de capteurs sur des surfaces de plus en plus variées de nos réalités. Hein. Nous vivons ce moment actuellement. Je ne suis pas futurologue, mais les années 2015-2025 vont probablement voir, et là je pense que je ne vous apprends rien, vont probablement voir la dissémination tous azimuts, hein, tous azimuts. Et je mets une petite parenthèse, si nous n'y prenons garde, car les choses ne sont pas écrites. La tendance veut qu'il y ait des capteurs, des objets connectés, qui diffusent des données relativement à des gestes de plus en plus variés du quotidien et, vous le savez, qui sont traités par des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués, en sophistication croissante, selon des vitesses, allez, on va dire exponentielles, c'est un peu facile, mais sans cesse accélérées. Et que rend cet environnement, cette configuration, hein? Eh bien, elle rend une visibilité de plus en plus approfondie, de plus en plus, j'ai dit ce terme 3 fois, la variée de nos gestes, et une visibilité, une interprétation par des systèmes de nos comportements, hein. Que ce soit une balance connectée qui quantifie nos poids, qui évalue les courbes successives, évolutives, et qui en retour, et tout est à l'avenant, via des startups, des applications, des startups. Hein. Alors on m'a dit, tu vas un peu dans un terrain hostile hein, aujourd'hui. Je vais peut-être dans un terrain hostile, mais je pense que j'ai des choses à vous dire. Il y a des startups, quantité de startups, c'est même la vocation majeure
de la start-up et des start-up aujourd'hui, de recueillir ces données via des capteurs, en tous les cas tout type de données et de plus en plus via des capteurs et via des objets connectés, en vue, j'ai presque envie de dire, mes chers amis, en vue prioritairement d'instaurer une marchandisation de plus en plus intégrale de la vie. Hein, que ce soit des puces, alors une fois je l'ai dit dans une émission de radio, vous savez maintenant il va y avoir des puces dans le lit, alors le journaliste m'a dit vous savez des puces c'est pas nouveau, alors j'ai mis une seconde, les puces dans le lit c'est pas nouveau, j'ai mis une seconde à comprendre. Oui des puces, hein, des chips, des chips dans le lit qui quantifient le sommeil, et là il y a évidemment immédiatement des start-upers, des applications qui peuvent supposer par la quantification du sommeil, eh bien, il y a quantité d'offres en retour de compléments alimentaires ou de séjours à la montagne. Et c'est à l'avenant avec les balances connectées, c'est à l'avenant, tout est à l'avenant avec les capteurs dont tout le monde se réjouit, hein, dire c'est l'avenir radieux des 10 prochaines années, des capteurs partout qui vont optimiser, faciliter la gestion de notre vie. Mais les capteurs, c'est la marchandisation intégrale de la vie, de toutes les séquences de la vie. Mais ce n'est pas que ça. Hein, les capteurs, les systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent en temps réel. Charles, je risque d'avoir un problème. Hein, parce que là, je ne vois pas... C'est moi, là, je suis déjà à 13, non? Je suis déjà à 13? Bon, bah écoutez... Pardon? On passe vite quand on s'amuse. Ouais, là, je commence à m'amuser. Mais bon, écoutez, je vais essayer de m'y tenir, mais ça va être très, très compliqué. Hein. Et ce n'est pas que la marchandisation intégrale de la vie, cette interprétation en temps réel. C'est, par exemple, dans les espaces de travail, dans les grandes entreprises... Hein, qu'on appelle la feedback economy, l'entreprise 4.0, il y a plein 4.0, il y a plein de dénominations. C'est l'infiltration, l'intégration de capteurs sur toutes les chaînes, que ce soit les chaînes de conception, les chaînes de fabrication, les chaînes de livraison, et qui rendent possible, j'ai parlé d'interprétation, de visibilité en temps réel des comportements, des cadences de production, et qui rendent possible... Donc là, ce n'est pas que la marchandisation de la vie, c'est autre chose, qui rend possible la mise en place de systèmes hein, qui interprètent l'ensemble des faits, et qui, en retour, guident des actions à entreprendre, dont orientent l'action humaine, hein, et induisent ce que je nomme une organisation algorithmique de la société, ce qui est à l'œuvre actuellement massivement dans l'entreprise. Et là, aussi bien concernant la marchandisation intégrale de la vie que l'organisation algorithmique, notamment du cadre du travail, qui dénie l'individu de la spontanéité humaine, de sa capacité de créative autonome, et qui le réduit à une sorte de robot de chair, eh bien, et l'une et l'autre, la marchandisation et l'organisation algorithmique de la vie, eh bien, représentent des modèles de société en devenir auxquels, pour ma part, je m'oppose radicalement, et pour lesquels les développeurs, pour une large part, participent de la formation de ce nouvel environnement, qui n'est pas seulement un environnement social ou sociétal, dit-on. C'est un nouveau modèle civilisationnel fondé sur la visibilité en temps réel des comportements et une dimension strictement utilitariste de l'utilisation de ces données. Alors, je vais faire un petit écart. Ah, je m'étais trompé, c'est le temps qui me reste, là. Je croyais que j'en étais déjà à 13,5. Ah, il me reste ça, ça va. Ah ben là, on est très bien. Charles, je vous en veux. Hein. Vous auriez pu me le dire. Hein. Vous ne l'avez pas vu, j'essaie de le cacher, mais j'ai eu un moment de panique. Hein. Alors, je vais faire un petit écart. Nous sommes tous soumis au devoir de responsabilité, hein, par le fait même d'exister. Responsabilité à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de nos proches, à l'égard des autres, à l'égard de la société. Mais nous n'avons pas tous le même poids de responsabilité. Alors c'est difficile de quantifier, si Anthony quantifie le cerveau humain en gigas, c'est difficile de quantifier le poids de responsabilité. Eh bien on peut le quantifier, en tout cas supposer que des métiers, des responsables politiques, par l'étendue, par l'importance de leurs décisions et la conséquence qu'elles ont sur nos vies, revêtent une charge de responsabilité plus accrue. Oui, on peut évaluer ou tenter d'évaluer le poids de la responsabilité dans une sorte de ratio entre les décisions que nous prenons hein, dans nos vies, dans nos existences, dans nos métiers, et l'ampleur des incidences que ces décisions peuvent avoir sur les individus, sur les sociétés. Alors au vu de ce postulat, en tous les cas de cette équation très simple, eh bien, si on opère une cartographie de responsabilité,
je constate que sur cette cartographie, sur un des reliefs, ou peut-être le relief, le sommet le plus élevé aujourd'hui, se situe ce que je peux appeler la classe sans du tout dimension péjorative, au sens large, la classe des ingénieurs, hein, la classe des programmeurs, la classe des développeurs, la classe très multiple des codeurs, dans la mesure où de plus en plus, et plus que jamais, les gestes, leurs gestes, vos gestes, eh bien, entraînent des quantités d'incidences de plus en plus prégnantes, non seulement sur le champ de l'action humaine, mais le champ de la cognition humaine. Alors, la place de l'ingénieur aujourd'hui, je vais faire un petit feedback sur la place de l'ingénieur aujourd'hui, la place historique de l'ingénieur. Au XVIIIe siècle et les siècles précédents, mais en tout cas au XVIIIe siècle, en quelques mots, hein, on n'a pas le temps, c'est pas un cours d'histoire, mais en quelques mots, l'ingénieur était caractérisé par, bon, ça c'est pas, nous sommes encore dans cela à peu près, par le fait qu'il était impliqué dans un centre de recherche, qu'il était pris par une passion, et que par son savoir, par son intelligence, par sa volonté, par son travail, eh bien, il développait des, allez, on va dire innovations, allez, on va utiliser le terme là, hein, et que tendanciellement, il maîtrisait de lui-même l'ensemble du processus. Il maîtrisait l'ensemble du processus. Il maîtrisait, je le redis là, je ne radote pas, je le redis, il maîtrisait l'ensemble du processus. Et puis après, un peu plus tard, à l'avènement de la révolution industrielle, dans les années 20-30 du 19e siècle, sont apparues la possibilité de breveter les innovations, donc la possibilité de les céder à des entreprises. Et puis il s'est passé donc l'utilisation de plus en plus accrue des brevets par des industriels qui se sont intéressés à cette classe, à ces métiers qui étaient les ingénieurs, et qui non seulement ont de plus en plus acquis, monétisé, acheté des brevets, mais qui ont intégré de plus en plus des ingénieurs dans leur champ de travail, enfin dans leur activité générale, c'est-à-dire l'entreprise. Et cela n'a cessé de se développer au cours du XIXe siècle, et pendant toute large partie, enfin jusqu'au moment de la société de la consommation, et plus que jamais aujourd'hui. Et ça a rendu quoi? Ça a eu quoi comme conséquence cela? Ça a eu principalement... J'ai analysé ça là de près parce que ça, je vous dis c'est une parenthèse, j'ai écrit tout un chapitre dans mon dernier livre qui est paru en octobre, qui s'appelle La siliconisation du monde. Donc j'ai analysé ça de près. Le fait que, prioritairement, ça induit une parcellisation des tâches. Vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, je pense qu'il n'y a pas un jeu de questions-réponses après, mais une parcellisation des tâches, donc une dissolution tendancielle des responsabilités. Et puis il s'est passé... Et puis, une visibilité moindre sur les finalités affectées aux recherches mises en place par plusieurs ingénieurs travaillant plus ou moins ensemble au sein d'équipes distinctes et plus ou moins associées. Et puis, il s'est passé aussi autre chose, un phénomène aussi important. Donc, j'ai parlé de dissolution et de manque de visibilité de la finalité possible, ce n'est pas systématique. Et puis, il s'est passé l'assujettissement de plus en plus croissant des pratiques de l'ingénieur à des intérêts industriels et économiques. C'est-à-dire l'assujettissement, le fait de moins répondre à ses propres aspirations, la figure de l'ingénieur du XVIIIe siècle que j'ai évoqué rapidement, que le fait de se soumettre, c'est comme ça, c'est un fait, ce n'est pas du tout, là je ne perds pas de jugement, c'est factuel, de se soumettre à des logiques industrielles et économiques, et se privant de plus en plus de sa liberté, j'ai presque envie de dire, de sa liberté presque, même si on est dans le champ de l'entreprise, entrepreneuriale, proprement singulière, inventive. Je sais que c'est complexe ce que je dis parce qu'il y a de l'invention aussi, même quand on travaille dans les entreprises. Mais j'ai envie de dire d'une pleine liberté. Allez, je vais dire d'une pleine liberté. Mais il y a eu une sorte de moment contraire, mais qui n'a regardé que quelques personnes, où la figure de l'ingénieur, de l'inventeur, est réapparue dans l'histoire du XXe siècle. Peut-être voyez-vous déjà à qui je fais référence. Je fais référence au fameux garage californien, par exemple, qui a une histoire des années 30 avec Hewlett Packard, la fin des années 30, mais principalement, je pense à
à Steve Jobs et Wozniak, qui là maîtrisaient l'ensemble du processus, ce qui les caractérisait, et c'était aussi et leur immense talent et leur génie, c'est-à-dire avoir une vision sur un projet, et de maîtriser, en étant entouré d'équipes, en faisant des commandes aussi de certains composants ou de certains éléments matériaux de leur projet, le PC, à des prestataires extérieurs, mais ils avaient une vision de l'ensemble et une maîtrise. Mais cela n'a regardé que quelques ingénieurs de l'informatique, pouvions-nous dire à l'époque, alors que l'immense majorité aujourd'hui, dont vous faites partie probablement, travaille dans le secteur privé. Alors je veux bien faire le distinguo entre start-up, où on travaille à partir de son propre projet, mais très vite même dans les start-up, les développeurs sont soumis à un projet, donc il y a une sorte de... Soumis, je ne le dis pas au sens de... voilà, une sorte d'ajustement à un projet de start-up, ou dans les entreprises, il y a une sorte d'assujettissement à quoi? Eh bien, à des logiques économiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, logique économique? Ça veut dire aussi à des cabinets de tendance, à des exigences définies par des bureaux marketing qui déterminent la feuille de route, les cahiers des charges, des recherches qui doivent être entreprises, une fois de plus, réduisant la capacité de l'ingénieur, qui est un être qui fait particulièrement, et même j'ai envie de dire, plus que majoritairement, historiquement, dans sa pratique, appelle à son imagination et à sa créativité, qui se trouvent rangées à des logiques qui, je vais le dire très simplement, qui pour partie le dépassent. Alors je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, peut-être même que certains d'entre vous l'admirent. Je ne sais jamais prononcer son nom, Yann LeCun, ou Yann LeCun, je crois, vous savez, qui travaille au bureau de recherche artificielle à Facebook à Paris. Vous le connaissez, je suppose tous. Non, ça ne fait pas plus d'effet que ça. Qui est un personnage très brillant, qui travaille sur l'apprentissage profond, le machine learning, qui a lui-même développé des techniques tout à fait singulières depuis une vingtaine d'années qui ont été remises au goût du jour et qui est aujourd'hui, dont Facebook l'a affecté je commence à être stressé par le temps, d'un grand laboratoire, et qui participe avec toutes ses recherches à la marchandisation sur l'intelligence artificielle, à la marchandisation intégrale de la vie, qui est le phénomène majeur ainsi que l'organisation algorithmique. Je veux bien croire qu'il y a d'autres choses, mais majoritairement, c'est cela qui est en jeu aujourd'hui avec l'innovation numérique, et qui, pour se donner bonne conscience, notamment sur l'intelligence artificielle, donc je parle un peu d'intelligence artificielle, Charles, et nous aurions pu en parler très longuement, ce n'était pas l'enjeu de mon intervention aujourd'hui, en tous les cas tel que je voulais le faire, et bien qui, pour se donner bonne conscience, parle de, voilà, c'est une sorte de petit slogan, de petit credo qui encourage... une bonne conscience qui empêche quelques moments d'insomnie ou d'être soumis à des critiques acerbes. Et il dit, par exemple, depuis 2012, les résultats dans le domaine de la compréhension par la machine du langage naturel, parlé, sont très prometteurs. Langage naturel, oui, évidemment, il y a des recherches très importantes sur ça. De quoi analyser, on y est, de quoi analyser les goûts des utilisateurs de façon plus fine et leur recommander des contenus plus pertinents. Voilà, c'est marchandisation encore plus fine, plus connaissance des utilisateurs, pénétration à terme dans la psyché. Je renvoie à cette application de la start-up israélienne Beyond Verbal, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a gagné le prix je ne sais pas quel prix au CES à Las Vegas en janvier dernier. Alors, oui, pour se donner souvent une sorte de position sociale, je ne vais pas dire acceptable, en tous les cas, allez, je vais dire acceptable parce qu'on a peu de temps, souvent, des ingénieurs, en tous les cas qui sont dotés de responsabilités importantes, parlent de cette notion qui est très, 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 très problématique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la demande sociale. On répond à la demande sociale. Mais qu'en savez-vous de la demande sociale? Qu'en savez-vous de la demande sociale? Alors, qu'en savez-vous? Je renvoie à un numéro de la revue Z, qui était une revue très intéressante, qui était en été 2015, consacrée notamment à tous les labos de Toulouse. Vous savez, Toulouse est une grande ville de la technologie, notamment Ariane Espace et Airbus. Et ce que je vous renvoie à cela, je n'ai pas le temps là. Ont été interrogés plusieurs chercheurs, plusieurs ingénieurs, et ce qui est patent, c'est
je ne dis pas ça avec plaisir, hein. Je ne dis pas ça contre vous ou contre la salle. Je vous renvoie à ce numéro. Ce qui est patent, c'est l'irresponsabilité, l'absence de vue, de conscience des conséquences induites, notamment sur des recherches en robotique. Hein. Alors je suis à 0 là, donc je vais essayer de faire très vite, dire qu'il y a eu, Charles, si vous levez 30 secondes, il y a eu dans l'histoire, et notamment au XXe siècle, des figures divergentes. Je renvoie à Alexandre Grothendieck, un des plus grands, dont vous connaissez peut-être le nom, hein, et son œuvre, Grothendieck, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui a reçu la médaille Fields en 1966. Vous savez très bien ça, Charles? Non, pas encore. Hein, et il travaillait à l'Institut des hautes études scientifiques, et qui, en 1969, s'est rendu compte que son labo bénéficiait de fonds via le ministère de la Défense de l'OTAN, et il a dit, moi, et c'était le moment très important, enfin très sensible, pas important, très sensible sur les recherches nucléaires, hein, sur l'industrie nucléaire, il a dit, moi, comme dit Ortega y Gasset dans un livre important sur l'ingénieur, il dit, moi, je ne mettrai pas ma main dedans. Et donc, non seulement au risque de, j'ai presque envie de dire, allez, de sa carrière, pas de sa vie, mais il a dit, moi, je me retire de cela, mais il a monté une revue qui s'appelle Survivre et Vivre, et avec d'autres ingénieurs, et ça a une dimension internationale, ils ont monté un organe de réflexion critique sur la pratique d'ingénieur à la mesure de ce qu'il avait vécu. Alors, je vois que vous me regardez, vous me laissez 30 secondes, Charles. Restons amis, laissez-moi 30 secondes. Vous savez, c'est un problème de partage, la communauté. Non, voilà, je termine. Alors, se pose, évidemment, j'ai entendu parler de l'école 42, se pose la question de l'enseignement, car où acquérir notamment un esprit critique, n'est-ce pas, Charles? C'est un but. Hein? Sinon, dans les instituts d'enseignement. Alors, je renvoie à Paris Tech, qui regroupe 12 écoles d'ingénieurs et de commerce. Eh bien, c'est comme ça, tout le monde a besoin d'argent dans la vie. Eh bien, ces écoles sont sponsorisées par Accenture, par exemple, Orange, Thales, Capgemini, Safran, Parrot et bien d'autres. Eh bien, qu'est-ce que cela induit, cela? Ça induit qu'il y a une pression sur les champs de recherche. Et donc, c'est l'esprit critique qui est repoussé au profit de programmes plus ou moins édictés par des grands groupes. Et je reviens à l'école 42, donc il y a peut-être d'anciens étudiants ici. Comment imaginer développer un esprit critique quand dans cette école 42, dont le responsable, le fondateur en tout cas, Xavier Niel, se vante avec joie de ne pas avoir de bibliothèque, la bibliothèque qui est le lieu possible de formation d'un esprit critique et qui encourage les étudiants à taper du code scotché à l'ordinateur 24 heures sur 24. Comment développer un esprit critique dans cette dimension? Je pose la question et je vais juste terminer. Pas de problème. Moi, ce que je vous propose... Oui, je vais juste terminer, Charles. Venez vendredi. Non, mais je vais juste... Merci. Je vais juste terminer, mesdames et messieurs, puisque vous vous applaudissez, même si vous ne m'aviez pas applaudi, j'aurais dit « Mes chers amis », je vais terminer par une anecdote qui dure 17 secondes. 17 secondes. J'avais été contacté au mois de septembre, comme vous m'aviez contacté à un moment, pour donner une conférence dans la plus grande école d'ingénieurs de chimie, d'informatique de Lyon. J'ai oublié le nom. Je dois vous raconter cette histoire. Alors, il m'appelle, on cale le cadre de ma conférence, c'était un peu bon. Il m'envoie un bon de commande, comme je fais toujours à chaque fois, comme il se doit. Et puis, où est Zouad, il est où? Qui a dit qu'il m'a invité en ayant lu mon entretien dans Libération. Eh bien, alors, une femme m'appelle et me dit, vous savez, on a lu votre interview dans Libération, et vous avez dit que vous opposiez au compteur Linky. Vous savez, c'est compliqué parce que dans notre école, il y a Enedis qui est à l'origine, enfin qui gère les compteurs Linky, et qui est le sponsor, donc on ne peut pas vous inviter. Elle me dit, on vous réinvitera plus tard. Je lui dis, écoutez, madame, quoi, vous m'inviterez plus tard? Honte à vous, honte à vous. Vous pouviez avoir 2 heures, un esprit critique dans votre école, et cela c'est même trop, et vous refusez, vous annulez, honte à vous, je vais faire une tribune dans Le Monde. Ils ont pris de panique, ils m'ont envoyé 50 courriers, je ne les ai même pas ouverts, et je termine juste. Et là, c'est vrai que je termine sur cela. On n'est pas à un rappel près. Bon, comment faire? Vous voyez ce que je dis là? C'est très difficile, vous vivez, chacun vit de ses métiers. Comment concourir à développer des postures critiques?
hein, eh bien peut-être en pensant un peu divergent. Hein. Je pense à Quant, par exemple, le moteur de recherche, hein, car il y a toujours des grandes tendances dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la technique. Ces grandes tendances, elles sont supposées, notamment par plein de discours environnants, enfin qui les enveloppent, sont supposées dessiner un horizon écrit à l'avance. Il y a d'autres pistes possibles, et un esprit critique, peut-être, c'est en commun de penser déjà d'avoir des moments un peu en retrait, hein, pas comme toujours scotché, en retrait à réfléchir à certaines dimensions, à voir ce qui se joue, et puis à développer des projets un peu à l'oblique. Hein, je sais que c'est pas facile, je ne suis pas du tout moraliste quand je dis ça, et je termine juste, mon cher Charles, Pas de souci. en disant que... Faites comme si j'étais pas là. Bon, excellent, excellent. Là, là, je renonce. Hein. J'avais été invité à la Cité des Sciences, par la Cité des Sciences à développer... à participer dans l'expo sur les big data, c'était il y a 1 an et demi de ça, qui va ouvrir ou qui a ouvert ou qui va ouvrir ces jours-ci à la Cité des Sciences. Et j'ai un peu réfléchi, je leur ai dit je ne veux pas participer à cela, parce qu'il va y avoir tout un truc sur les objets connectés, chose auxquelles je ne m'oppose pas actuellement. Et je leur ai écrit une lettre à tout le monde, en disant qu'il me paraîtrait autrement, plus pertinent aujourd'hui, d'organiser une exposition à la Cité des Sciences, mais peut-être je ne le ferai pas chez vous, mais au musée de Berlin, des techniques de Berlin, au musée des techniques de Londres, j'aime beaucoup comme vous me regardez, Charles, sur la responsabilité des ingénieurs. Et je pense que ce projet, je vais le monter très bientôt. Merci à vous et désolé d'avoir été un peu long. Merci Charles.